bienheureux Frédéric Ozanam, 1813-1853. Il est l'un des pionniers du catholicisme social et de la démocratie chrétienne. Surnommé par un évêque l'ange de la charité, époux et père de famille exemplaire, brillant universitaire de la Sorbonne qui entend réconcilier la science et la foi, le bienheureux Frédéric Ozanam est notamment connu pour avoir été l'un des fondateurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en 1833, société présente aujourd'hui sur tous les continents dans 135 pays. Sans cesse attentive à mettre sa vie en harmonie avec ses convictions chrétiennes, le bienheureux Frédéric Ozanam a été vraiment ce juste qui vit de la foi, terrassé par la maladie et emporté au ciel prématurément à 40 ans. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée ce mois-ci au bienheureux Frédéric Ozanam, découvrons ensemble, en ce début du 19e siècle, son enfance choyée et chrétienne entre Milan et Lyon, puis sa vocation universitaire parisienne, au terme d'études brillantes mais également éprouvantes. Le bienheureux Frédéric Ozanam est né en 1813 et pour comprendre ce héros de la foi, il faut s'ancrer dans le contexte de la France d'après la Révolution française. Cette Révolution française est véritablement une rupture et elle représente pour l'Église catholique un traumatisme institutionnel et donc existentiel. Quelques chiffres simplement, les 60 000 prêtres de 1789 ne sont plus que 35 000 en 1801, donc 2 fois moins. Et ces prêtres, 2 fois moins nombreux, sont âgés en 1820, 40% des ecclésiastiques sont des vieillards de plus de 60 ans. En 1814, une année après la naissance du bienheureux Frédéric Ozanam, ne reste que 29 000 des 40 000 paroisses de 1789 et il faudrait y rajouter l'absence de catéchisation, l'antichristianisme révolutionnaire, les déchirements entre prêtres jureurs et ceux qui n'ont pas juré, qu'on appelle les réfractaires, l'effondrement des ordres religieux et l'autonomisation des laïcs en l'absence de clergé. Et la ville de Lyon, par exemple, a connu des violences extrêmes avec le fameux siège de la ville par Kellermann pendant plus de 60 jours où 1900 personnes vont être guillotinées ou fusillées. Et la famille du bienheureux Frédéric Ozanam, et notamment son père, va vivre de plein pied en étant d'abord soldat sous l'armée napoléonienne et puis va devoir vivre cette France d'après la Révolution. Alors ses parents, c'est Antoine François Ozanam et Marie Nantas. Donc le père est quelqu'un de particulièrement intéressant, c'est un peu un aventurier, donc qui est issu d'une famille de petits officiers seigneriaux et royaux de la principauté des Dombes, donc près de Lyon. Et donc cet homme a vécu au milieu de la Révolution et de l'Empire, une vie assez mouvementée. Il est né lui-même en 1773, donc il a bénéficié de l'éducation sous l'Ancien Régime. Et c'est un homme cultivé, c'est quelque chose de très important. C'est un homme qui va vivre, la force principale de sa vie, ça va être cette culture qui va lui permettre de rebondir. Il a une éducation solide. Et il participe à la campagne d'Italie, la campagne napoléonienne, et donc il s'illustre à notamment la bataille de Rivoli en 1797, et il va mener cette vie de soldat de l'an 2, donc le recrutement, la conscription de 1793. Il poursuit sa carrière militaire, et donc finalement, il va retourner plus tard en 1800 à la vie civile. C'est là qu'il épousera sa femme Marie Nantas, qui est d'une famille de commerçants en soierie de Lyon.
Et donc là, il continue, il essaye de se reconvertir. Il y a plusieurs appels encore du côté de l'armée qu'il déclinera. Et donc finalement, il va s'établir. Il connaît très bien l'Italie puisqu'il a participé aux campagnes d'Italie. Et donc après avoir tenté plusieurs affaires, il va s'établir à Milan après avoir fait faillite dans ses affaires, avec des années difficiles. Et il ouvre un internat. Et donc c'est là on voit que son niveau culturel, ses connaissances l'aide, et comme répétiteur des élèves, il va se mettre à la médecine, et après, ça nous laisse penseur, 1 an d'études de médecine, il devient médecin, donc il obtient son diplôme de médecin. Aujourd'hui, il en faudra un peu plus, mais donc il devient ce médecin de cette époque-là, qui étaient surtout des hommes de lettres, des hommes cultivés, avec une compétence qui était celle de l'époque en médecine, mais donc reconnue dans son domaine. Et donc c'est à Milan, alors qu'il séjourne à Milan en 1813, que naît Frédéric le 23 avril 1813. Il a 3 ans lorsque la famille décide de revenir à Lyon. Donc un petit mot aussi sur les autres enfants. C'est une famille extrêmement nombreuse, puisque au total, Marie Nantas a donné naissance à 14 enfants, mais simplement 10 mourront en bas âge, et également Elsa, une des sœurs de Frédéric, mourra plus tard à 19 ans. Et donc une mortalité extrêmement importante, seulement 3 enfants vivront plus longtemps, mais donc c'est cette famille avec ses 3 enfants pour l'instant qui revient et s'établit à Lyon. Alors ce père a une influence tout à fait particulière, comme sa mère. On l'appelle le bon docteur Ozanam, et il voue à sa médecine un véritable sacerdoce, justement en étant un médecin qui ne faisait quelquefois pas payer les indigents, mais qui donne une grande ouverture d'esprit à ses fils, puisque ce sont simplement ses fils qui vont survivre. Vous l'avez dit, dans ces temps d'une mortalité tout à fait incroyable. Alors on s'est posé des questions pour savoir. Alors la maman du bienheureux Frédéric Ozanam, Marie Nantas, était de santé assez délicate, et il lui était impossible d'allaiter un enfant, et d'où le constant recours à des nourrices, et ce qui explique en partie cette très grande mortalité. Mais il faudrait peut-être pas réduire l'enfance de Frédéric Ozanam à une permanence de la douleur avec ses deuils respectifs, parce que une telle hécatombe n'était pas si exceptionnelle à cette époque. Et puis pour les chrétiens, et cette famille est profondément enracinée dans le christianisme, notamment la maman, puisque c'est sur ses genoux que le bienheureux Frédéric Ozanam va véritablement apprendre et comprendre la foi dans le Christ. C'est pour ces chrétiens, une fois les larmes séchées, la mort signifie l'entrée dans une vie nouvelle. Et ils ont cette capacité par la foi, de penser aux moments de joie qui vont également être présents, puisque le père veut donner le goût. Alors vous l'avez dit, il a été en Italie, il va donner le goût de l'italien, mais aussi il faisait des grandes balades le dimanche, et puis d'ouvrir ses enfants à la musique, au sport. Il était véritablement en avance pour son temps, ainsi qu'une éducation très stricte. Il va être un très très grand intellectuel, le bienheureux Frédéric Ozanam, et il connaissait le latin absolument, c'était quasiment sa langue un peu maternelle. Il le doit notamment à ce père exigeant et cette mère très bonne, qui va lui apporter une grande sérénité pour terminer, dans cette enfance. On peut dire que il avait également une santé très fragile dès le début, et puis régulièrement à 7 ans, quand il va perdre sa sœur Elisa, qui était comme une seconde mère pour lui, il a une santé très fragile, et puis un tempérament quelquefois un petit peu anxieux. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1820 à Lyon. Le jeune Frédéric Ozanam a maintenant 7 ans. Il vient de perdre sa sœur Elisa. C'est pour lui une très très grande douleur. Il dit « j'eus
énormément de chagrin, donc il pleure beaucoup. Ce deuil a certainement pour lui ouvert un moment un peu difficile de son enfance où il dit il avait un caractère assez doux, assez bon, et à ce moment-là il est devenu son caractère s'est durci, il est devenu plus renfermé, donc de moins bonne humeur. C'est une crise d'enfance qui a duré quelques années, qui s'est évaporée par la suite, notamment avec sa première communion, voilà, qui a été pour lui un temps très fort. Dans ces années-là, il les met à profit, se développe aussi son caractère studieux. Donc c'est un élève qui étudie beaucoup, qui aime, qui a le goût d'apprendre, de lire, de travailler, et donc notamment il est très précis, il est capable très jeune de faire des traductions, et alors très tôt il portait des appréciations sur la qualité des traductions qui lui étaient données, et donc c'est le témoignage de son frère Alphonse, sur qui on reviendra, qui disait il conserva toute sa vie cette fidélité consciencieuse qu'il apportait dans ses versions. Et nous l'avons souvent entendu déclarer qu'il regardait comme coupables de faux ceux qui, faisant passer un ouvrage d'une langue à une autre, se permettaient de le faire librement. Et donc voilà, très jeune, donc il maîtrise, il va apprendre aussi plusieurs langues, et donc il est extrêmement doué, capable d'aller lire les textes originaux en latin et en grec, et donc il poursuit ses études, et il va être, son père a suffisamment, sans être de la haute bourgeoisie ni très fortuné, son père a suffisamment de moyens pour le faire suivre de très bonnes études, et donc il est mis au collège royal de Lyon, ce qui se fait de mieux à l'époque, qui était simplement le collège impérial, qui était devenu collège royal au moment de la Restauration, mais dans un contexte qui va être assez étonnant quand même pour lui, mais qui est celui de l'époque, d'un milieu complètement acquis aux idées des Lumières, voltairiens et anticlérical. Et donc même si on est dans l'enseignement catholique avec des prêtres, eh bien même beaucoup de prêtres sont des sceptiques, et on n'est pas encore, on regarde souvent le Xe siècle avec le regard que nous donne la fin de ce siècle, avec une église qui a retrouvé beaucoup d'énergie, de dynamisme et de rayonnement, mais au début, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, au début du siècle, c'est très pauvre, hein. Et donc Frédéric Ozanam fait cette expérience d'être sur une classe de 25, le seul à confesser la foi chrétienne. Alors, il a la foi, il la vit, il n'a pas encore traversé les grandes épreuves qui l'attendent, hein, mais donc il continue ses études dans un contexte où il doit beaucoup à l'apprentissage familial et à ce que lui transmet directement son père, et il profite au maximum de ses études, les meilleures possibles qu'il peut avoir à l'époque. Oui, vous l'avez dit, on est peut-être à un sommet dans le détachement religieux du pays, en France, avec la disparition rapide des générations qui ont reçu une solide instruction religieuse. Imaginez, 1792-1802, 10 années où tout est cassé. Et donc là, le bienheureux Frédéric Ozanam, qui est âgé de 14-15 ans, arrive, est en face, baigne dans avec toute une cohorte d'adultes complètement ignorants. C'est au moment de la Révolution française, et c'est la conception, vous l'avez dit, de Voltaire et même de Napoléon qui l'emporte, c'est-à-dire on maintient la religion, elle est bonne malgré tout, mais simplement pour les faibles, les enfants, les femmes et les domestiques, dans la mesure où elle constitue un frein. C'est l'utilisation, simplement, ce que va dénoncer à raison d'ailleurs Marx, c'est cette utilisation on va dire générale pour une société de la religion, qui est une sorte de pis-aller face aux difficultés de la vie. Et alors là, le bienheureux Frédéric Ozanam va connaître un doute dans ce contexte. Il est en première, c'est la classe de rhétorique, il est extrêmement brillant, il a 14 ans, et puis il se remet en question. Alors, pour connaître cette vie, c'est tout à fait passionnant, parce qu'on a une correspondance, et puis on a quand même pas mal de sources qui nous permettent de comprendre de l'intérieur cet itinéraire spirituel, et il va revenir un peu plus tard sur cette crise. Il explique, à force d'entendre parler d'incrédules
et d'incrédulité, je me demandais pourquoi je croyais, je doutais. Et cependant, je voulais croire, je repoussais le doute, je lisais tous les livres où la religion était prouvée et aucun de ceux que je trouvais ne me satisfaisait pleinement. Et il écrira 3 années avant de mourir, en 1851, « Je connus toute l'horreur de ces doutes qui rongent le cœur pendant le jour et qu'on retrouve la nuit sur un chevet mouillé de larmes. » Et là, il va faire la rencontre d'un pétrisseur d'âme, un abbé, le père Noirot, qui va être véritablement le maître que tout disciple attend dans cette classe de rhétorique. Il va le mener jusqu'à 16 ans, jusqu'au bac, où là, véritablement, il va lui détacher de ce rationalisme sec qui attaquait sa foi et au contraire lui dire que plus de vérité mène à la foi et que, à l'inverse, comme avait dit avant Blaise Pascal, moins de science écarte de la foi. Et donc il passe cette crise de la foi et va véritablement donner toute son ampleur dans ses études. Alors, un des appuis fidèles et constants de Frédéric Ozanam, c'est son grand frère Alphonse, dont il faut dire un petit mot, puisque donc Alphonse faisait des études de médecine et donc comme fils aîné, il avait toute l'affection et le soutien de son père et l'exigence de son père aussi derrière lui pour atteindre cette excellence. Et voilà que Alphonse, alors en 1826, alors que Frédéric Ozanam a 16 ans et il n'a pas encore traversé lui-même sa propre crise de foi, et Alphonse commence à faire part de son désir, d'abord à sa mère et puis à son père, de devenir prêtre. Et pour la famille, c'est une véritable catastrophe. C'est vécu comme un drame, puisque c'est les espérances de succession d'Antoine Ozanam qui s'effondrent. Et donc c'est des moments difficiles dans la famille, sombres, où le père a énormément de mal. Marie, elle l'accepte, la maman, on l'accepte davantage. Mais le père a énormément de mal à l'accepter. Mais alors, Alphonse va toujours servir de grand frère avec une extrême bienveillance pour Frédéric, pour l'accompagner, l'encourager, suivre aussi sa propre évolution. Et alors, donc, quand Frédéric traverse sa propre crise de foi, bien c'est aussi accompagné par son grand frère. Alors, il retrouve pied dans la foi et à partir de ce moment-là, il va devenir un véritable apôtre et donc il se replonge un peu plus dans les études. Et à Paris, donc il arrive à Paris en 1831, après ses années d'études à Lyon. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, il a déjà commencé à publier, il a déjà commencé sa vie de journaliste. Et à Paris, on a déjà entendu parler de ce jeune étudiant qui est très prolixe et qui a commencé à publier dans un certain nombre de revues de l'époque, notamment les Annales de la propagation de la foi, qui sont liées à Pauline Jaricot, bien connue à Lyon. Et donc à Paris, il entre dans cet univers où il pense d'abord trouver énormément d'appui pour sa foi et il se retrouve, comme il le dit, à Babylone, c'est-à-dire dans un monde d'incrédulité et il est confronté à ce désert. Alors une consolation, c'est que par la providence de Dieu, il se retrouve après un passage difficile dans le quartier latin où il est complètement isolé, où il cherche de l'entourage et des amis. Eh bien, il se retrouve chez le physicien Ampère, donc célèbre à l'époque, donc qui accepte qu'il loge chez lui. Et donc ça va être qui lui-même est profondément croyant, qui est un catholique convaincu. Et là, eh bien, il va retrouver un certain nombre d'appuis, d'amitié. Et l'amitié va toujours l'aider, va être une lumière pour sa vie, va toujours l'aider avec un petit groupe d'étudiants catholiques. Eh bien, ils s'encouragent les uns et les autres dans la foi et lui-même poursuit brillamment ses études en témoignant de sa foi le plus vigoureusement possible.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec le bienheureux Frédéric Ozanam, ce très brillant intellectuel qui va avoir à 16 ans, imaginez, le baccalauréat. Alors le baccalauréat, c'est pas comme aujourd'hui 80% d'une classe d'âge, c'était 0,7% des garçons uniquement en 1829. Il est porté par son père, ce grand médecin qui lui trace son parcours scolaire et qu'il veut qu'il travaille dans le droit. Alors pour faire plaisir à papa, eh bien alors que tout le porte vers les lettres et l'histoire, il l'éclaire en l'étude de maître Coulet, avoué près du tribunal de première instance de Lyon à 17 ans en 1830, juste après son baccalauréat. Et puis il monte à Paris avec les plusieurs milliers de tous les plus brillants élèves de toute la France. Il monte à Paris pour avoir sa licence de droit à 21 ans et puis son doctorat en droit à 23 ans. Vous imaginez, doctorat. Mais en plus, en même temps, il va, comme il le dit dans ses lettres, dans une sorte de récréation, un petit peu pour s'amuser, il va passer une licence de lettres et également à 26 ans, un peu plus tard, un doctorat de lettres. Et alors là, il faut parler de sa vocation. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il veut faire plaisir à son père, donc il va être un petit peu avocat. Ça lui plaît pas du tout, toute la misère, le mal des tribunaux. Ça le crispe complètement. Il a l'impression de pas faire grand chose. Et puis toutes ces affaires de chicane autour de l'argent, ça le déplaît complètement. Alors il va avoir une chaire par la municipalité de Lyon dans le droit commercial, qui était complètement inconnu par l'époque, et il va le prendre sous la forme d'un droit relié à l'histoire et à la littérature. Vous voyez. Et puis finalement, son père décède, c'est un drame, et il va passer le concours de l'agrégation. Et là, ça va être la révélation. En un été, en 1840, il passe le concours. Il a 27 ans. Et cette agrégation qui vient de démarrer, où il termine premier à l'agrégation des facultés de lettres. Et là, c'est la véritable vocation, la providence. Il pense que ce succès au concours lui trace, c'est le signe qu'il attend de Dieu pour faire véritablement ce pourquoi Dieu l'a destiné. Et il va devenir suppléant à la Sorbonne, notamment en refusant d'autres postes plus rémunérateurs, mais pour accéder à Paris à une situation où on va pouvoir l'écouter pleinement. Ouais, nous sommes en 1841. À ce moment-là, il y a un des grands professeurs de la Sorbonne de l'époque, Fauriel, choisit Ozanam comme suppléant pour lui permettre lui-même de s'absenter quelque temps pour congé d'études. Et donc, il choisit Ozanam. Alors, Ozanam était à la fois extrêmement brillant et en même temps peu sûr de lui. C'est un drôle de mélange. Et donc, sa première conférence, il hésite, il est extrêmement noué. Donc ceux qui témoignent de ces enseignements disent qu'il commençait toujours de façon timide, avec une voix étranglée, ça marchait pas. Puis après, c'était progressivement quelque chose monté de l'intérieur de lui-même, une force de conviction qui l'habitait. Et ses cours se terminaient dans l'enthousiasme et parfois dans les applaudissements. Et donc on imagine la première séance, eh bien il avait réuni des amis, donc il avait réuni pas moins d'une centaine d'amis pour le soutenir et l'encourager. Et en fait, pour lui, c'était aussi porter dans ce lieu de culture profane, porter la voix du christianisme, montrer l'apport de la foi chrétienne à la culture, à la civilisation, dans un contexte complètement déchristianisé. Et il fallait le faire scientifiquement, il fallait le faire en raison, avec l'exigence la plus élevée possible. Et donc, c'est pour lui, donc c'est vraiment une mission qu'il a, et de fait, il y arrive très bien, au point que Renan lui-même témoigne, Ozanam comme nous l'aimons. Donc il va gagner par sa qualité intellectuelle, sa manière d'être, son amitié. Tout le monde aimait Ozanam. Alors, que fait-il à la Sorbonne dans ces années-là ? Eh bien, il a alors 27 ans. Il traite de la littérature allemande au Moyen-Âge. Il parle allemand, italien, espagnol. Donc, on n'en dira jamais assez sur l'importance de sa culture et ses connaissances. Et donc, ensuite, il va travailler énormément Dante aussi. Il va devenir un spécialiste de Dante, la Divine Comédie, ce grand poème de la littérature médiévale italienne. Voilà. Et puis, ensuite, ce sera la littérature
littérature anglaise. Donc voilà, il développe son aura intellectuelle et ses domaines de recherche avec une production absolument sidérante qui n'était pas facile. Donc dans ses manuscrits, il y a beaucoup de ratures. On voit que c'est quelque chose qui demandait énormément de travail, mais un travail acharné, une production très très forte dans lequel il laissera d'ailleurs une partie de sa santé. Oui, et ce personnage-là, dont on vient d'énumérer tout ce qu'il a fait, il a une vingtaine d'années. On peut se demander aujourd'hui, les jeunes qui ont entre 25 et 27 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. L'un, il a 28 ans, il est à la Sorbonne, et puis dès 17 ans, il a cette formule tout à fait extraordinaire, où il explique qu'il prend la résolution de ne travailler que pour le service de la vérité et de la gloire de Dieu.